Bonjour à tous, bienvenue sur le troisième épisode de Running Podcast aujourd'hui et comme toujours en compagnie de Eric de la Sablière et notre invité, mon frère, mon ami, grand combattant professionnel, Peter Ligier. Ça va Peter? Ça va et toi? Ouais, donc on va faire beaucoup moins formel. Les gens te connaissent déjà. C'est quoi tes projets? Où t'en es? Les combats? Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de ces questions qui étaient revenues à ton sujet. Quand sont tes prochains combats? Ce que tu veux faire dans ta carrière professionnelle plus tard, etc. Où t'en es? Alors, pour les projets, on va rester déjà sur le domaine sportif. Voilà, sur tous les combats et ça après. fait déjà un an, un peu plus d'un an que j'ai pas combattu. Le dernier, il remonte à mai 2018. C'était pour la ceinture du SHA que j'ai obtenue. Félicitations. Merci. T'étais dans mon J'étais coin. là. T'étais Félicitations là, à t'as vu. moi-même. Mais dit de lever la main droite, je l'ai pas levée, j'ai pris une droite. Et c'était pas cool. Et donc, après ça, comme j'avais enchaîné plusieurs combats, j'étais un peu fatigué mentalement, physiquement, avec les diètes et les prépas. Et donc, j'ai décidé de faire un petit break. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans la télévision D'accord. avec Benjamin Allemand. Ok. Euh, C'était pourquoi déjà? Quelle émission? C'était pour UFC Weekly. Hmm. UFC Weekly, on était parti à Vegas. On avait suivi comment il s'appelle, Francis Ngannou et d'autres. Il y avait aussi un UFC Fight Night cette semaine-là, donc j'ai pu commenter un UFC Fight Night et j'ai pu assister aussi au main event. Je sais plus c'était quel UFC, mais le combat principal c'était Cormier contre Miocic. D'accord. Le jour. C'est le combat, ouais. Ouais, le jour où T'es Cormier. fait plaisir, c'était un bel UFC celui-là. Ouais, franchement, c'était un bel UFC, il avait choqué toute la salle. Ah bah c'est clair. Donc, j'étais engagé là-bas en tant que cadreur D'accord. et entre guillemets journaliste junior, un métier que je n'avais pas fait auparavant, et donc j'ai appris sur le tas et c'était cool. Donc, merci à Benjamin d'ailleurs pour l'opportunité. C'est pas tout le monde qui demain vous appelle et dit ouais, allez, ça Bien te faire dit de ça, travailler. ouais. Donc, C'est clair. donc, c'était cool, c'était un domaine qui m'intéressait parce que c'est un sujet déjà que je maîtrise, le sport, le MMA. Alors, et la vidéo, moi, ça m'a toujours intéressé. Donc, du coup, après ça, j'ai continué un peu à m'intéresser à la vidéo. Et après, j'en reviendrai plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai des projets par rapport à la vidéo. Par rapport à la vidéo. Donc, pour en revenir au domaine du sport, bah, je continue donc mon repos. Et à la rentrée, j'ai décidé de passer mon BPJEPS, donc brevet d'éducateur sportif. Avec, bon, il y avait toi, Flavio, Karim, on était plusieurs dans... Boris, tout ça, on avait une belle promotion. On avait une belle Beaucoup de combattants. Ouais, beaucoup de combattants et j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert aussi l'esprit sur pas mal de choses, sur comment créer un projet. J'ai réalisé beaucoup de choses et ça a créé un petit déclic chez moi dans le sens où je me suis dit, putain, j'ai envie de créer des choses, faire des propres projets, mais de moi-même et de ne rien attendre de personne et me lancer et voilà. Donc tu te diriges vers quelque chose de plus entrepreneurial. Voilà, tout ce qui est le développement personnel et l'entrepreneuriat. Est-ce Voilà. que tu penses qu'il y a des choses dans ton parcours de combattant donc Peter, pour ceux qui ne seraient pas au courant, est un combattant de MMA qui a combattu dans les très grandes organisations, qui a gagné plusieurs ceintures, qui est aussi ceinture noire de lutte à livrer sous Johnny et Flavio Santiago, donc qui a un gros panel technique. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses que tu as apprises et comment tu vas le faire si c'est le cas au cours de ton parcours de combattant que tu penses peuvent être utilisées ou directement apportées au développement personnel que souvent on n'entend pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte de différent par rapport à... Parce qu'on entend souvent, Personne bon, X. ça t'apporte la persévérance et tout ça, mais ça, on s'attend de tous les sports. Qu'est-ce que toi, ton parcours, à toi, peut apporter de différent? Tu vois, dans ton expérience, qu'est-ce que tu peux Qu'est-ce qui est apporter de différent différent? grâce au MMA et au sport de combat Voilà. en fait? La différence. Mhm. Après, comme Tu peux dis, prendre le temps de réfléchir. Hein, Non, mais comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris à gérer la pression. Et je trouve que gérer la pression, déjà dans le fight, une fois que tu as appris à gérer ça dans la vie de tous les jours, c'est easy. Je me dis, et c'est easy, oui et non, parce qu'il y a un truc assez drôle, c'est que j'ai déjà combattu devant des milliers de personnes. Et quand je combats, c'est pas pour dire, en toute humilité, hein, franchement, Bien sûr. j'ai pas de pression, j'y vais, je suis content même d'être là. Et
Et donc voilà, je combats devant des milliers de personnes. Et quand j'ai passé vraiment mon BPGEPS, mais j'étais en train de me chier dessus. Je me rappelle. Hein. C'est pas je me chiais dessus littéralement, mais je stressais et tout. Et par contre, je devais passer devant 2 personnes. Est-ce que tu es allé chercher des choses que tu avais obtenues, que tu penses avoir apprises dans le combat pour être plus à l'aise quand tu sens que cette peur elle monte? Georges Saint-Pierre il disait c'est pas avoir les papillons, tout le monde les a, mais c'est les faire voler en formation. Ouais, voilà, Qu'est-ce que tu penses c'est que- exactement ça. Bah, franchement, le truc, c'est que c'est inexplicable en fait. Parce que quand je suis sur le fait accompli, bah, je sais qu'il n'y a plus de machine arrière possible. Et je dis, bah, Mhm. le truc, c'est sois toi-même, libère-toi. Mhm. C'est comme dans un combat, bah, faut que tu te libères, faut que tu t'exprimes. Bah là, pareil, bah, je me suis exprimé, j'ai pas réfléchi justement. Le truc, c'est que si plus tu réfléchis, bah, plus tu te perds dans tes pensées et plus tu deviens confus en fait dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Et tu sais, dans ce que tu dis, il y a un truc vraiment intéressant qui m'intéresse beaucoup. Moi, c'est le transfert de qualité. J'en parle tout le temps dans La tout ce que je fais. propeucétique, La propeucétique, voilà. Donc, explique ce que c'est la propeucétique. le transfert de C'est le qualité. transfert de qualité d'une discipline à une autre. Par exemple, tu apprends à rester calme quand tu combats. Est-ce que tu vas rester calme, je sais pas moi, quand tu vas faire un exposé devant un groupe, tout ça? Eh ben, j'ai remarqué que souvent, tu as quand même une phase d'adaptation parce que c'est nouveau. Mais par contre, comme toi, tu as déjà eu affaire à la même situation de gestion du stress et tout ça, tu vas t'adapter plus vite. Tu vas quand même sentir le stress et tout, mais tu vas t'adapter plus vite que quelqu'un qui aurait besoin, par exemple, une vingtaine de fois devant un public. Toi, tu vas stresser au début et beaucoup plus vite, tu vas t'adapter grâce à l'expérience que tu as eue avant dans le sport. Est-ce que toi, ça te correspond? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu en faire l'expérience dans ta vie, tout ça? Alors, déjà, je connaissais pas Moi non plus. ce nom-là. Propeucétique. C'est notre petite élève je pense- Mathilde qui nous a appris Je ça. pensais que c'était une maladie du fion. Hein. Ça pouvait être ça, propeucétique. Et, moi, je pense plutôt que c'est, je dirais pas inné, mais c'est propre à chacun. Je pense plus que c'est propre à chacun. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui s'apprend parce que si on donne le même parcours que j'ai à quelqu'un d'autre, Il va mais qui pas a, forcément, mais qui a voilà. une attitude, une façon de penser totalement différente, je pense pas qu'il aborderait de la même façon. Je pense que c'est mon cas à moi. Enfin, voilà. C'est pas pour dire que je suis différent d'un tel Bien ou sûr, d'un non, non, tel, bah si, c'est mais, bien, c'est ça. mais je pense Bien. que c'est mon attitude à moi parce que j'ai ce comportement depuis. Je suis quelqu'un de très vrai en fait. Tu sais, quand je veux dire quelque chose, je le dis. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de plus propre à son caractère en fait. Et toi, tu donnes des cours maintenant. On va revenir sur tes projets après, mais juste là pour faire une parenthèse, tu donnes des cours. Et par exemple, si tu rencontres un élève qui a besoin de. Le gars, il est timide, tu vois, ou alors quand il va combattre, c'est un tueur à l'entraînement de ça, mais quand il va combattre, il se lâche pas, il n'est pas à son On met même trop niveau. sur les épaules. Donc, Ouais. si lui, son expérience de vie l'a pas ramené à développer cette confiance-là, comment tu vas faire pour le développer? Est-ce que tu penses que tu pourrais? Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs old school qui disaient ça se développe pas. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Est-ce que tu penses que quand même, grâce à l'entraînement, Après, lui, il doit avoir une démarche aussi volontaire, mais est-ce que quand même ça peut changer? Alors, je dirais que c'est du cas par cas. Je Mhm. dirais que ça peut être quelque chose de plus profond parce que, tu vois, quand tu viens à l'entraînement et que tu es très fort à l'entraînement, bah, en fait, quand on arrive à la salle, on n'a pas tous les mêmes intentions. On n'a pas tous les mêmes... Par exemple, je sais pas, le gars peut-être qu'il a décidé d'aller en compétition, mais qu'au fond de lui, il n'a pas envie de faire de la compétition, tu vois. Ouais, Peut-être que c'est pas vraiment un compétiteur. d'accord. Par exemple, moi, je peux être moyen à l'entraînement, être un tueur à la compétition, parce que je pense que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté et une question d'objectif aussi qu'on se fixe. Tu vois, j'ai donné cours là, il n'y a pas longtemps, avant-hier, et je leur disais à la fin du cours, je dis, on vient tous à la salle avec des propres objectifs. Je dis peut-être, toi, c'est pour, pour faire de la compétition, toi, c'est pour te sortir de ta routine de travail, toi, c'est parce que, je sais pas, t'en as marre de voir ta meuf tous les jours chez toi. Pareil, je sais pas, on a tous des raisons personnelles. Et le cas que tu dis, je pense que, je sais pas si je pourrais aider cette personne-là, parce que c'est quand même assez profond, tu vois, c'est quelque chose à creuser. En fait, faut creuser, faut savoir les raisons. Est-ce que toi, tu as déjà vu des changements? C'est-à-dire des changements, des moutons qui se transforment en lions? Oui, ouais. Tu vois, donc ouais. c'est possible. C'est possible. La transformation, elle est possible. C'est possible. pense- Mais c'est plus de travail. Je pense que c'est peut-être aussi, comme tu disais, si quelqu'un va en compétition
et te dit écoute, il y a des gens qui sont pas naturellement compétiteurs, mais justement qui veulent apprendre à faire ça, c'est plutôt de leur trouver, les aider à trouver une raison d'aller en compétition. C'est-à-dire trouver leur raison. Ouais, leur vraie raison. C'est souvent ça qui est intéressant. Pourquoi tu le fais? C'est leur dire, souvent on met sur un piédestal les personnes qui sont naturellement hyper compétitives, qui sont super bien dans un cadre de compétition, parce que c'est des personnes qui ont quelque chose à prouver ou qui aiment juste gagner, c'est leur... Qui ont cette obsession de prouver au monde et à eux-mêmes qui sont les meilleurs. Même ça peut changer par rapport à l'objectif qui se fixe. Exactement. Par exemple, tu peux arriver et avoir beaucoup d'ego et repartir sans. Voilà. Ça change. Même pendant la carrière, ça change. Et même après, dire à un élève, écoute, peut-être que toi, c'est pas ça, mais peut-être que pour toi, ça va être juste, si c'est quelqu'un d'hyper perfectionniste, faire parfaitement ce que tu as fait à l'entraînement, c'est ça que t'aimes, ou peut-être il y a même des gens, moi j'en connais, qui font assez peu de compétition, mais qui sont toujours là quand la compétition est liée à un esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'ils sont présents quand il faut, en jiu-jitsu c'est souvent ça, il y a beaucoup de compétitions où en fait les équipes gagnent des points. Et je connais des personnes, là où je m'entraîne, à la GF Team France, qui sont présents, qui font pas de compète toute l'année, ou une ou deux comme ça. Mais quand il faut rapporter des points au championnat de France pour l'équipe, ils sont là et ils gagnent. Mais c'est parce que c'est ça qui leur apporte ce petit feu, c'est l'idée de faire partie du groupe, d'aider le groupe, et ils sont très très forts. Par contre, si on les obligeait à faire de la compète toutes les semaines, je pense à une personne qui est une des personnes avec qui je m'entends le mieux là où je m'entraîne, qui est très fort, qui s'appelle Momen, ceinture noire, sa première semaine de ceinture noire a gagné les championnats de France en noir, qui me disait moi je m'entraîne pas pour bien manger, je m'entraîne pour pouvoir mal manger. C'est ce genre de personnes-là, d'accord, qui aiment... En fait, chacun a son Par contre, il disait, quand c'est pour l'équipe, c'est pas normal, il faut que j'y aille. Alors que t'as d'autres mecs qui combattent toutes les semaines, quand c'est pour l'équipe, eux, ils se disent, non, c'est plus pour ma gueule, c'est moi j'aime m'entraîner pour moi, combattre pour moi. Donc c'est intéressant de voir les dynamiques chez les élèves. Et peut-être, comme tu dis, c'est trouver un juste milieu, trouver ce qui les rend le plus équilibrés. Avance-toi un tout petit peu, Eric, parce que les gens ils veulent te voir. Voilà. Maintenant, vous me voyez un peu mal. Vous nous verrez de toute façon sur le podcast qui sera sur YouTube. Voilà, ça, sur YouTube. C'est des lives un peu rapides, mais je sais que tout le monde est un peu pressé dans la journée, mais tout sera posté sur YouTube en qualité 4K sur la chaîne Ronin Knowledge Podcast. On vous invite à suivre sur YouTube. Salut Eva. Et donc pour revenir sur tout ça c'était une question. Là, l'état d'esprit, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné chez Peter, c'est que ça n'a jamais été le plus lourd de mes élèves, parce qu'il s'est entraîné longtemps avec moi, on s'entraîne toujours ensemble. Maintenant, avec nos exigences, on se voit moins pour l'entraînement, mais on s'entraîne quand même ensemble, tout ça. Et tout. Mais par contre, le jour du combat, il est là. Et ça, c'est une qualité que même moi, je l'ai eu. Dans ma carrière, je l'ai eu plus en grappling, où j'ai eu ce moment de flow où des mecs me cassaient la gueule littéralement à l'entraînement, mais en compétition, j'ai toujours été meilleur qu'eux. Genre tout le temps meilleur qu'eux. En MMA, un peu moins, parce que plein de facteurs différents. Mais je pense que, comme il a dit, il y a un truc que lui, il met le doigt dessus, c'est l'attitude. Mais l'attitude, pas que physique, l'attitude mentale, l'approche que tu as dans la compétition. C'est-à-dire que, et lui, il avait l'attitude qui correspond à la victoire qu'il devait obtenir en fonction de son style de combat. Alors moi j'ai une question pour vous deux à ce moment-là, rapidement. Ça, c'était vraiment important. Est-ce que ça, c'est pas un talent, justement? Pas forcément. Non, la capacité à avoir cette attitude. De la même façon, on parle souvent de talent en parlant de talent physique, d'attributs, de capacité à assimiler les techniques. Mais un talent, c'est aussi, selon moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est être régulier, c'est la capacité de travail, mais c'est aussi le fait de pouvoir se mettre en mode combat, en mode entraînement, en mode jeu, facilement. Ça, c'est des talents et qui sont, à mon avis, presque plus durs ou plus mystérieux. Capacité d'adaptation à chaque situation. Toi, quelle est ton approche par exemple, quand tu as combattu, tu as fait un super combat contre Michael McDonald, magnifique, qui était vraiment, vraiment un beau combat. Tu as surmonté plusieurs choses, notamment tu avais mal au pied, tu avais une blessure au pied ou à la main, je sais plus, tout ça. Le voyage. Donc, le voyage et tout ça, la pression et tout. Mais toi, quelle attitude tu avais dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu ressens quand même l'impression? Est-ce que tu ressens tout ça? Mais comment tu le transformes? Comment tu le processes? Comment tu l'utilises dans ta tête pour pouvoir arriver à la performance, au résultat escompté dans la cage? Est-ce que au début, pendant et après, il y a du doute, il y a cette ambivalence de « Ah, je peux perdre, ah, je veux gagner, non, je veux perdre. » Est-ce que tu le ressens tout le temps? Honnêtement, avant le combat, enfin,
par exemple, si je sais que c'est 2 mois à l'avance, ça va, je vais pas faire des cauchemars de ce mec, de mon adversaire, mais à 2 semaines, hein, on va dire, à l'arrivée du fight, bah, je commence à avoir des doutes. Mais c'est inconsciemment des doutes. Est-ce que je peux perdre? Comment ça va se passer? En fait, j'ai peur, mais la peur, c'est surtout la peur de mal faire, la peur d'échouer. Parce que je sais que je suis capable de faire, d'exceller dans ce que je fais, mais j'ai peur en fait de me louper sur ce coup-là. J'ai pas vraiment peur du regard des gens. Un peu aussi, parce que on va pas se mentir, parce que tu sais, je me suis dit, ouais, par exemple, si on prend l'exemple de Michael McDonald, si je me retrouvais en main event du Bellator, et c'était good ou bad buzz. C'est-à-dire, si c'était l'un des meilleurs, je l'ai vu mettre dans, je sais pas, sur son palmarès, il a un ratio de KO, et je me suis dit, bon, je peux me retrouver tu sais, faire le tour des réseaux sociaux, à me prendre un KO. Comme on peut le voir sur tous les jours. Chaque fois que ça arrive, ouais. Tous les jours quand on ouvre sur Instagram, on voit les derniers KO, les derniers machins, et pendant un moment, bah, ça peut briser un homme un peu. Comment tu gères ça? Alors, ce stress qui arrive longtemps avant, juste avant, ou même pendant, ces pensées négatives, tu sais, ou je sais pas, c'était en programmation neurolinguistique, ils appellent ça l'auto-saboteur. C'est-à-dire cet auto-saboteur qui est en toi, parce que tout le monde l'entend. Je sais, même les plus grands champions, ils disent, je l'entends, mais c'est juste l'autre, je le fais parler plus fort. Tu vois, celui qui est la volonté, celui qui est déterminé. Juste lui, je le cultive plus. Est-ce que toi, c'est ton cas? Bah moi, je suis plus dans le mode où, en fait, j'arrive à un moment donné où je dis, franchement, je m'en fous, en fait. Tu sais, j'arrive à faire un petit reboot. C'est-à-dire que j'ai emmagasiné tellement d'informations, j'ai visualisé tellement de scénarios possibles qui pouvaient... je me voyais gagner, je me voyais perdre, je me voyais faire un match nul, je me voyais prendre une guillotine, je me voyais... mettre une guillotine. En fait, j'ai tellement tout imaginé, mais ce qui est marrant, c'est que le jour du fight, ça se passe jamais, mais jamais comme je l'ai prévu. Jamais comme je l'ai prévu. Après, voilà, je visualise plus la victoire qu'autre chose. Mais ça se passe jamais comme prévu. Et c'est faire une performance comme je l'ai fait ce jour-là, bah, je l'avais pas visualisé. Enfin, je m'y attendais pas en tout cas. D'accord. Je m'y attendais pas. Donc tu surfes en fait. Au bout d'un moment, tu déconnectes, tu surfes. Je déconnecte total en fait, c'est que j'y pense plus. Je pense plus à rien en fait. Je suis là, je suis ailleurs, je suis dans ma bulle. C'est marrant parce que tu sais, par exemple, Newton ou plein de savants qui voulaient résoudre un problème utilisent cette méthode-là. J'ai oublié le nom, mais tu te plonges à fond dans l'étude du problème que tu veux résoudre, c'est-à-dire tout le milieu. Par exemple, je vais étudier, je sais pas moi, comment améliorer la fermeture d'une porte. Bah, je vais étudier tout, la porte où elle est accrochée, le problème rencontré, tout. Et une fois que je connais tous les tenants et les aboutissants, je me suis surinformé sur le truc, ils arrêtaient d'y penser. C'est-à-dire, ils y pensaient plus du tout. Ils faisaient une autre tâche, un truc qui n'a rien à voir. Et la solution, elle venait toute seule, de manière instinctive, parce qu'ils expliquaient que après, une fois qu'il faut laisser un temps pour que ton corps il traite l'information, et ensuite, naturellement, ton subconscient ou ton inconscient, je ne sais pas si on peut dire ça, il va trouver une solution beaucoup plus rapide qui va être liée à toute ton expérience, tu vois. Est-ce que ça, tu te reconnais dans ce genre de méthode-là? Oui, bien sûr. Carrément, c'est bizarre parce que c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que, donc, je résume, je pense à tout ça, je pense à tous les scénarios possibles, tous les éléments de la préparation, le game plan, la stratégie. Et une fois que j'ai tout ça, à un moment donné, franchement, ça me sort par les oreilles. Je peux plus. Bah, tu m'as déjà vu faire. Bah, je commence à jouer à la console. Ouais. Et je commence à jouer à la console pour me sortir. Parce que quand je joue à la console, bah, je pense à rien. Je suis là, je joue. En plus, moi, je suis un geek. Donc, je suis à fond dedans. Je pense, je veux que gagner aussi. C'est pareil. Même quand je joue, je gagne. Il n'y a pas d'autre option. Je me mets à faire d'autres choses. Bah, je lis. Je lis beaucoup pendant mes prépas. Parce que ça me permet de m'évader, de penser à autre chose. Et même m'améliorer niveau psychique. Tu vois, je veux dire. Mental, c'est me renforcer mentalement. Et voilà, je déconnecte total et grâce à ces petites activités qui me permettent de me faire plaisir, parce que j'adore jouer à la console, jouer de la musique, faire des montages, et voilà, faire des activités vraiment qui me plaisent énormément et qui me permettent d'oublier tout
tout ce tralala. Parce qu'en fait, on dramatise un peu trop pour rien, on se met beaucoup trop de pression. Et à un moment donné, bah voilà, c'est ça qui me permet de sortir de... Il y a des exemples de ça, hein. D'autres exemples. Je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains qui marchent beaucoup. Charles Dickens disait qu'il marchait 7 à 8 km par jour après avoir fait toutes ses recherches justement et que ses meilleures idées lui venaient quand il marchait. On entend souvent parler de personnes qui disent que leurs meilleures idées leur viennent quand ils font des choses complètement extérieures. Et je pense que comme on a souvent tendance à penser qu'il faut ne faire que notre activité principale pour progresser. Et au final, on se rend compte que beaucoup de personnes qui sont qui ont énormément de succès, quel que soit le domaine, pas uniquement dans le sport, ont d'autres hobbies qui traitent comme des hobbies. Le nombre de personnes qui font du surf, dans le jiu-jitsu, des personnes qui écrivent, comme tu dis, qui jouent à la console. Il y a énormément de combattants qui jouent beaucoup. Je pense que c'est vraiment important. Je le conseille. Je coach beaucoup moins de combattants mais en ce moment. Mais à chaque fois, maintenant, je leur dis, en dehors des entraînements, vous ne devez plus penser au combat. À part à certains moments de la journée, par exemple, tu choisis 1 heure où tu vas analyser des techniques si tu le veux, mais en dehors de ça, tu le fais plus. Et comme ça, ton cerveau, il est frais pour l'entraînement, tu as envie d'y aller. Parce que sinon, ça crée des hésitations, ça crée aussi une surintellectualisation du processus qui peut entraîner au doute. Pourquoi ? Parce que dès que tu vas avoir un contre-exemple, tu vas l'intellectualiser et ça va te faire douter sur ta méthode. Alors que si tu n'es pas que dans l'intellectuel, tu vois, et ben, tu es aussi dans le ressenti, aussi dans l'instinct. Quand tu vas venir en compétition, quand tu vas aussi t'adapter. Tu vas pas dépendre de toutes ces pensées qui t'assaillent tout le temps, tu vois. Donc, chercher une sorte de petite sortie, comme tu dis, les jeux vidéo, les livres et d'autres activités, c'est vraiment important. Un petit truc, moi. Avec quelqu'un qui pose une question ? Non, je vois pas d'ici, j'ai des yeux un peu... Non, c'est quelqu'un qui te fait un compliment, juste. Ok. Désolé, il y a quelqu'un, Kaiso Maki veut entendre Peter rapper. Si je rappe, ça va. Bah, quand on est 14-15 ans, je rappais, ça faisait 1. Il rappe en portugais. Il rappe en brésilien. Non, mais un autre truc. Oh, Meoko et... Non, une phrase qui m'a plu, parce que là, vous êtes plus instinctif que moi, tous les deux. Moi, j'ai tendance à être au contraire un hyper intellectuel. Enfin, dans le sens à intellectualiser énormément les choses. Avec facilité. Non, mais avec facilité, c'est ça que je veux dire. Ce qui est avec les avantages que ça pose, mais aussi les inconvénients. Ouais. Et il y a une phrase de quelqu'un qui est un peu comme moi, qui s'en est pas mal libéré, qui est un champion de jiu-jitsu, qui s'appelle Kid Dale, qui disait je fais pas confiance, qui est très concept en fait, qui est un mec qui dit quelque chose que j'aime bien, qui dit je fais pas confiance à quelqu'un ou à moi quand j'ai l'impression d'avoir trouvé la solution ultime. Par contre, je fais toujours confiance à un professeur où je me fais confiance quand j'applique ce que je pense être le mieux à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire, je suis d'accord. Et on se dit, bon, écoute, c'est susceptible de changer, je dis n'importe quoi, même en sol, en striking, n'importe quoi. Voilà. Je pense que la meilleure façon d'amener quelqu'un contre la cage dans cette position-là, c'est de faire ça. C'est vraiment ce que je pense être le mieux, mais c'est susceptible de changer si on prouve qu'il y a quelque chose d'encore mieux. Et c'est toujours, et ça, je trouve ça très libérateur parce que ça empêche de douter. Tu sais, le combat, c'est comme le surf. Quand tu apprends à surfer à quelqu'un, toi, tu connais très bien. Moi, la première fois que j'ai fait du surf, c'était à Hawaï, à Waikiki Beach, et le prof de surf, il m'a dit... Johnny dans la demi-mesure, tu vois. Je vais te montrer comment surfer, et ça m'est resté toujours en tête quand j'enseignais. Mais je ne l'ai jamais utilisé vraiment pour moi, dans mes entraînements, personnellement dans mon entraînement. Il m'a dit, on va tout préparer, ce qui est préparable, mais le reste, tu vas devoir apprendre à danser avec l'eau. Il m'avait dit ça, il y avait BJPN à cette époque-là, ça m'est resté en tête, et donc c'est pour ça que quand je disais à mes élèves, juste avant le combat, je lui ai dit 50 000 fois, laisse tes yeux voir ce qu'ils ont à voir, laisse ton corps sentir ce qu'il a à sentir et réagir quand il a à sentir, le reste c'est préparé. Je surfais ce week-end là, je suis retourné voir mes parents au Pays Basque, et donc mon frère, je suis allé surfer avec mon frère, et il nous a appris en fait des leçons particulières avec des types qui sont l'équivalent de ceinture noire de surf, donc qui te corrigent sur plein de petits trucs. Il y en a un qui me disait le plus important, et ça me fait penser au combat, il disait c'est sentir l'élément. C'est-à-dire que la vague, en fait, elle change. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on est en train de pagayer pour prendre la vague, on doit toujours la regarder jusqu'au dernier moment. Et parce qu'elle change. Et il me disait la vague, c'est que quand tu la regardes pas, si tu penses juste que ça va suffire de pagayer, si tu traites toutes les vagues comme si elles étaient identiques, tu vas les perdre. Par contre, si tu la gardes à l'œil et qu'au dernier moment, au moment où tu sens qu'elle te pousse, là, tu te fais confiance et tu fais ce que tu as à faire,
t'en prendras beaucoup plus. C'est un peu comme ce que tu dis quand tu traites le combat. C'est vraiment intéressant. Et c'est très proche de ça. Le parallèle, il est vraiment... C'est par hasard s'il y a autant de personnes qui pratiquent les deux. Hein. Et je pense qu'au final, comme disait Timiyato Musashi, qui disait quand on aborde la voix de façon vaste, on la voit dans chaque chose. Et on en revient à ce que tu disais sur le développement personnel. À partir de ça, je pense que tu parles très bien des leçons que tu as apprises et justement de ces transferts de qualité. Et je pense qu'on a besoin de plus de personnes dans le développement personnel qui ont une connaissance profonde de quelque chose. Ouais. C'est-à-dire d'un sujet, mais qu'ils connaissent profondément. Au final, très peu de gens au monde, sur les 7 milliards de personnes, ont une connaissance et une appréciation du combat comme tu l'as. Tu vas aussi pousser, tu vois, tu as combattu au Bellator, c'est la même, et tu as combattu toute ta vie, c'est la même chose. Et souvent, on parle beaucoup de généralité, mais on a peu d'experts qui sont capables de voir l'universel dans chaque particulier. Ok, c'était la fin de cette première partie. Pour la deuxième partie, on verra les projets de Peter, professionnels, que ce soit en combat ou alors pour ses autres projets dans tout ce qui est photo, vous allez voir, c'est un vidéo, sacré etc. déconneur, le monsieur. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, c'est un artiste. Merci à tous. Oussa.